Madame, monsieur, bonsoir. C'est la trêve pour les footballeurs, période de repos, un peu coupée avec le monde du foot. Alors, justement, est-ce que cette trêve est longue, trop courte? On va voir la réponse avec l'entraîneur Alain Michel du Chevalier de Belouizdad qui est notre invité. On parlera également de la gestion du groupe. Les joueurs ne sont pas payés. Comment fait l'entraîneur? Il est pris entre le marteau et l'enclume, entre les dirigeants et les joueurs. Les dirigeants qui ne tiennent pas leur engagement et des joueurs qui refusent, certains, d'aller s'entraîner. On l'a vu sur une grande partie de nos clubs, notamment dans le championnat de Ligue 1. Pour en parler également, Redouane Bendeli, journaliste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alain Michel, la trêve, trop courte, trop longue? Les joueurs vous diront trop courte. Elle n'existe pas véritablement puisque l'on rejoue officiellement le 8 et 9 janvier à Tour de Coupe d'Algérie. Donc pour les clubs éliminés, il y a possibilité de mettre une petite trêve, une petite coupure pour les joueurs. Pour ceux qui sont en Coupe d'Algérie et avec le championnat reprenant le 15 janvier, il n'y a pas véritablement de trêve. Il y a une petite coupure de 2 jours ou 3 jours selon les situations. Et après, on fait quand même un stage pour à nouveau remettre, en fait, comme on faisait un peu à chaque fois qu'on a une quinzaine de libres. C'est-à-dire qu'il y a eu des coupures, là, au mois d'octobre, novembre, décembre. On avait des coupures de 15 jours. Donc, il y avait toujours 2-3 jours de récupération. Et derrière ça, un travail de 5-6 jours avec une grosse intensité. Peut-être donner un peu plus de jours pour couper. Moi, un petit peu se libérer, je pense que oui, un repos psychologique. On n'a pas beaucoup de dates à gérer dans la saison. On a beaucoup de temps de disponible. Donc on peut à la fois coller les 30 matchs de championnat plus les matchs de Coupe d'Algérie. On peut faire quelques semaines à 3 matchs. Ça permet justement de décanter quelquefois le championnat et de voir un peu tout le monde devant ses obligations. On pourrait gérer une trêve avec une distance, de pouvoir donner 8 jours de vacances et ensuite de faire 3 semaines de préparation avant de rejouer un match officiel. Ce serait possible. Après, il y a des choix. En Europe, c'est des choix économiques. L'Angleterre, c'est le moment où les familles vont au stade. Et il faut faire de l'argent et on joue tous les 2-3 jours. Moi, j'ai vu des matchs, une équipe jouer le lundi, rejouer le mercredi en championnat et rejouer le vendredi après, etc., etc. C'est non-stop. Bon, par contre, très souvent, les clubs anglais étaient carbo au mois d'avril. Ils n'étaient pas là dans les phases finales des grandes compétitions. Mais il y avait un spectacle, il y avait une vie collective autour du sport qui était formidable. Bon, pour nous, on n'a pas les mêmes contraintes climatiques. Vos joueurs, vous les sentez, à la fin de la phase aller, vos joueurs, vous les sentez un peu fatigués ou pas? La fatigue, elle est mentale, sur le plan mental. Elle est essentiellement mentale. Elle est psychologique, beaucoup plus qu'elle n'est sur le plan physique. Sur le plan physique, c'est facile de gérer une préparation quand il y a une base aérobie très forte. L'équipe peut tenir le coup. Mais psychologiquement, notre championnat, j'ai toujours dit qu'il était fatigant. Parce que c'est l'obligation de gagner à chaque fois, c'est la patrie en danger, si on perd, c'est une tragédie. C'est usant. Les joueurs, au bout d'un certain temps, fatiguent, quels qu'ils soient, les vieux crocodiles ou les jeunes, au bout d'un certain temps, peuvent beaucoup fatiguer. Alain Michel, moi je pense que c'est surtout cette date de Coupe d'Algérie du 7 janvier qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. On aurait décalé cette date, peut-être que ça aurait été une vraie trêve. Oui, ça permettait de dire, allez, il y a coupure entre le 26 et le 1er ou 2 janvier. Et donc, tout le monde a cette coupure-là. Du 2 au 15, vous pouvez faire 10 jours de stage avec du bi-quotidien, avec un travail foncier important. Et puis, jouer le 15 ou le 16 à la reprise, ce qui a été fait un peu dans le passé. Ça aurait été praticable. Là, on a mis cette date de coupe comme si on était pressé de finir. En fait, on finit toujours fin mai. Regardez bien toutes les dates. Ça veut dire qu'il y a des clubs qui vont en profiter, ceux qui ont été éliminés en Coupe d'Algérie. Oui, ils auront une trêve. C'est presque une récompense à l'échec. Voilà. Pour certains. Mais c'est vrai que le championnat se termine tôt, se termine au fin mai. Comme d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Ces dernières années, d'habitude. Mais on a quand même réussi à le finir une fois fin mai, en ayant quand même un mois de trêve pour les élections présidentielles. En 2014. On avait quand même collé toutes les dates des autres matchs. Alors, là, ça concerne justement le Chevalier de Belouizdad. Vous savez que les supporters, il suffit d'aller sur la toile. Tout le monde rêve aujourd'hui d'un titre. Vous êtes à 10 points du premier et tout le monde rêve d'une bis repetita, comme en la saison 2000-2001, où le CRB avait 10 points de retard sur l'USMA d'Alger. Ils ont terminé devant avec 4 points. Alors, justement, sur cette phase... C'est un vieux supporter du CRB qui me pose la question. Sur cette phase retour, ça va être l'enjeu pour le CRB. Alors, justement, est-ce que ça va être le discours, il y a des matchs, comment ça va fonctionner? Vous dites l'entame de la seconde période va être décisif?
On se connaît assez bien pour savoir que moi, je fonctionne par cycle. Il y a 3 matchs pour moi. Donc, il y a le match de Sétif en coupe qui va déterminer psychologiquement quelque chose de fort pour nos supporters aussi, dans le rapport équipe-supporter. Il y aura ensuite le match du Mouloudia le 16. On ne peut pas trouver mieux comme début de phase retour pour avoir tout de suite un objectif évident. Ensuite, on se déplace à l'Arba, 8 jours après. Et 8 jours ensuite, on a le derby du Ned. Donc, fin janvier, selon les résultats que l'on fera, on saura si on est toujours très présent sur le podium, très présent, bien installé à la 2e place. Après, c'est un autre combat. Mais ce qu'a fait l'USMA, les gens ne le maîtrisent pas vraiment. 36 points sur les matchs sur allés. 45 possibles. Hein. Voilà, 36 points, c'est un parcours exceptionnel. Imaginez que nous, on rêve de l'idéal. Ça voudrait dire que on a perdu 3 matchs seulement dans les matchs allés. Ça voudrait dire qu'on aurait gagné ces 3 matchs. Donc ça nous ferait 9 points. Même avec 9 points de plus, en ayant gagné ces 3 matchs et en étant totalement invaincu, on aurait 1 point de moins qu'ils ne l'ont. Bon, il y avait le match avec eux, mais bon, quand même, quoi. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Donc, ils sont en passe de battre habituellement, c'est du 30 points, 31 points le premier à la fin des matchs allés. À peu près ça. Donc nous, par rapport à 26, c'est un bilan normal de podium. Et bon, c'est déjà correct, mais ils ont fait un truc de grande qualité. Et quand je vois on les flingue, on leur tire dessus, bon, c'est vrai comme ils n'ont pas perdu de match pendant très longtemps, ils savaient plus ce que c'était vraiment qu'un match. Et un match difficile, comme le Paradou leur a imposé, ils se sont ramassés en coupe. Il aurait mieux valu qu'ils en perdent un en championnat avant pour remettre un peu la mosquée au milieu de la Médina là, et de se fédérer et d'éviter l'échec en coupe. Mais quand même, à part cet échec-là, le reste a été exceptionnel. Alain Michel, vous avez aussi fait un départ exceptionnel en championnat, puis après vous avez connu cette période de 3 défaites consécutives. Ça peut arriver à tout le monde, hein, 3 défaites consécutives. Mais quand elles arrivent de suite, c'est toujours plus compliqué. Elles étaient, mais je veux dire que ça peut arriver à l'USMA aussi. Ça peut arriver dans l'avenir, oui. C'est pas des défaites infamantes en plus. C'est-à-dire que de perdre au MOB à 1-0, de perdre à Sétif à 1-0, le fameux match de l'USMA qui était au milieu de ces 2 matchs-là. On était en train de le gagner, on n'a pas été au bout du travail pour faire le break et l'USMA a su être bon, être efficace et réaliste après. Et donc ça a fait 3 fois de suite. Donc 3 fois de suite, c'est un traumatisme plus large que quand vous avez 2 victoires, 1 défaite, 2 victoires, 1 nul. Oui, mais je parle sur le plan comptable. Ça peut arriver à n'importe quel. C'est pour ça que vous restez quand même optimiste quelque part. Il faut déjà se soucier de soi-même. C'est-à-dire que nous-mêmes, être 2e à la fin du championnat et jouer une Champions League, dans la vie du club depuis 10 ans, c'est pas trop mal. On vient de loin. On vient d'être en train de jouer le maintien pendant pas mal de saisons. Donc, de faire une place Champions League, faut pas non plus faire la gueule. Il faut pas se poser un problème d'état d'âme et de regret permanent. Il faut aussi avoir des satisfactions. Et ensuite, si l'USMA reste l'USMA, ils seront champions. Si l'USMA, à un moment, bloque, coince, à nous d'être là, à nous d'avoir été bons avant, d'avoir pris des points pour mettre un peu la pression. Pardon, je voulais juste ajouter quelque chose. En parlant comme ça, Alain Michel, vous risquez pas de réduire un peu l'optimisme de vos joueurs? Ils se disent, ça y est, c'est bon, on est 2e, on reste 2e. Ils savent que dès le premier match, celui qui est 3e, on le rencontre. On rencontre le Mouloudia qui est 3e dès le premier match. Et c'est un derby d'Alger. Et ensuite, on va à l'Arba. On sait ce que c'est quand un Arba CRB. Et on joue le Ned, qui est un derby important que j'ai découvert moi, en étant au CRB. Dans les derbys d'Alger, ça compte beaucoup dans l'esprit de nos supporters. Donc, on a 3 matchs forts, comme on l'avait en début de championnat, où on avait fait 7 points. Il faudra être capable de refaire le même bilan si on veut rester dans la course du très haut. Sans ça, on resterait dans des courses de podium. Donc il faudra confirmer. Alors, Alain Michel, justement, sur cette 2e partie de championnat, la trêve arrive et il suffit d'ouvrir la presse, des journaux spécialisés. Gros problème pour les entraîneurs. Vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, entre les dirigeants et les joueurs. Les joueurs dont les dirigeants n'honorent pas les contrats, des retards de salaire. Il y a eu des grèves. Al-Harash, l'entraîneur, a voulu partir. Il est revenu parce que les dirigeants n'avaient pas tenu leurs promesses. Rolizane, les joueurs avaient fait grève à la veille du match contre la JS Kabylie. Et on peut citer comme ça, les joueurs également ont fait grève, les entraîneurs sont partis parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, comment vous gérez ce type de situation? Oui, j'ai découvert cette situation-là dès l'arrivée au Mouloudia, fin 2008. Donc j'avais des joueurs de temps en temps qui venaient s'excuser et disaient « Coach, je ne serai pas là pendant 1 ou 2 jours parce que je manifeste contre ça ». Donc il y a deux attitudes. La première attitude, c'est de respecter la revendication du joueur.
qui est normal et naturel parce que c'est un salarié, parce qu'il vit du football et il est normal qu'il demande son dû. Et il faut encourager, il faut faire la navette, la transition avec les dirigeants pour expliquer que c'est important de tenir les choses. Ça ne peut pas rester comme ça parce que soit ça va très mal et il faut éviter que ça tombe, il faut éviter que l'équipe plonge, soit ça va très bien. Et les joueurs ont le sentiment de vivre un moment privilégié, d'être un peu protégés par rapport au public et de vouloir récupérer ce qu'ils méritent de recevoir parce qu'ils ont fait de bonnes performances. Donc d'un côté, il y a cette attitude de comprendre la revendication. Le salaire est un contrat. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Entre payer un contrat tout de suite et le payer à la commission des litiges 8 mois plus tard, il y a toutes sortes d'options qui sont prises, quoi. Et tous les clubs ont un rapport compliqué à ça. Ça serait si simple si on mettait une structure qui finance les clubs, ce qu'on a fait en Europe avec les droits télé. C'est-à-dire qu'un club de D2, en France, il a la moitié de son budget donné par des droits télévision. Mais en échange, il passe tous les 3-4 mois en contrôle devant la commission de gestion. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Vous serez rétrogradé. Vous êtes 3e, tant pis, vous descendez en 2e division, etc. Donc vous contrôlez, vous donnez plus de moyens pour que les clubs puissent avoir des moyens permettant de faire plein de choses, à la fois de payer les salariés, de mettre en place des structures de formation et tout, mais avec plus de moyens, avoir des obligations et remplir ces obligations. Nous, on est pris entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la prise en compte de ce qui est une revendication naturelle, et ensuite, il y a le maintien de l'engagement sportif. Parce que quelque part, un joueur de foot, c'est toujours un privilégié. Un entraîneur de foot, c'est un privilégié dans nos sociétés contemporaines. Donc on ne peut pas non plus, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de tous les gens qui aiment le club, avoir des comportements de n'importe quelle façon. Donc il faut toujours protéger ce qui est le rectangle vert, le jeu, et le fait que le joueur reste concerné par le jeu de son équipe. C'est-à-dire que même si à un moment il a manifesté une désapprobation, un désaccord, il doit rester compétitif, et il faut maintenir ça. Et notre boulot, c'est ça, de dire... Si on existe, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a le match, c'est parce qu'il y a les copains, il y a l'équilibre de l'équipe, il y a les solidarités à respecter. Et ça, le coach, il est là pour faire appliquer cette chose-là. Oui, et puis moi je dirais qu'il y a peut-être aussi une autre forme de revendication que les joueurs peuvent faire, parce qu'un joueur, il doit s'entraîner. Boycotter les entraînements, c'est pas non plus indiqué pour un joueur. Oui, surtout sur une longue durée. Oui. Donc il y a un moment une manifestation d'humeur, quand c'est prévu, quand c'est excusé, quand c'est... ça, on peut passer là-dessus. Il ne faut pas rajouter à quelque chose un autre problème. Mais bien sûr qu'il y a d'autres façons de voir les choses, mais il y a déjà à faire les choses normalement. C'est si simple. Sur ce type de situation, vous avez dit, la première fois où j'ai découvert ça, c'est en 2008. Vous vous retrouvez dans un rôle de pompier, dans un rôle de relais entre dirigeants, joueurs. Comment on peut qualifier ? À la fois relais dirigeant-joueur, oui, parce qu'il faut l'assumer comme tel, vous êtes là pour ça. De toute façon, vous êtes dans ce rôle. Les joueurs, les joueurs vont vers l'entraîneur, parce que vous êtes entraîneur, vous vous occupez du technique. Oui. L'administratif, c'est pas vous. Mais ils viennent spontanément vers vous pour vous dire, quand je dis vous, je parle des techniciens ou ce que vous avez vu en ils le font soit directement avec le coach, soit quand c'est un problème qui devient ardu, soit ils passent par l'adjoint qui relaie après, qui relaie au coach principal, et on est au courant, mais on le voit, on sent rapidement les choses. Non, on peut lutter contre ça. Chaque équipe, parce que quand vous êtes sur un terrain et que vous mettez le public qu'il y a autour, imaginez le match qu'on vient de jouer là à domicile contre Tashkent. Un joueur est sur un terrain, il donne le meilleur de lui-même, il donne le meilleur avec les copains, il a envie de... C'est aussi son fonds de commerce. À chaque fois que vous rentrez sur un terrain, vous ouvrez votre magasin. Je suis bon, je deviens plus fort. Je prends une valeur marchande. Je vais exister plus. On est bankable, comme on dit en Europe un peu. Donc, vous avez aussi ça à représenter. Vous représentez votre image. Donc, il faut aider le joueur à ne pas casser son image. Parfois, il peut tomber vite dans un désespoir, dans un manque de reconnaissance, manque de reconnaissance des efforts qu'il fait. Il faut lutter contre ça et le relancer et faire qu'il soit le plus performant possible avec l'équipe. Et aussi respecter les gens qui aiment le club autour, qui eux sont pas à être pris en otage de situations parfois compliquées. Mais bon, nous on n'est pas dans une situation plus compliquée que la moyenne. Et comme en plus on gagne des matchs, donc ça maintient une ambiance positive. Mais je crois qu'un jour
jour, il faudra Mais qu'il y ait quand on regarde le faudra qu'il y ait des championnat, structures. Il faudra qu'il y ait des structures autour de ça pour dire siffler la fin de la récré. C'est tout. Il y a des obligations. Vous ne remplissez pas les obligations économiques. Un club descend. Vous ne pouvez pas avoir la moitié, les trois quarts de votre équipe en commission des litiges à la fin de chaque saison, comme ça se passe pour certains aujourd'hui, la clubs. commission des litiges dit 3 mois. Le joueur, au bout de 3 mois, il peut aller à la commission des litiges. D'ailleurs, il y a un communiqué de la Ligue nationale de football, de la Ligue professionnelle pardon, de football, qui dit aux joueurs pourquoi vous attendez 4 mois. Au bout de 3 mois, si vous n'êtes pas payé, venez à la commission des litiges. Voilà comment ça se présente. Oui, ça c'est pour protéger les joueurs, mais est-ce qu'on protège les entraîneurs dans le championnat Pas aujourd'hui? vraiment. Il y en aurait beaucoup moins de virés s'ils étaient protégés. On est le fusible idéal. C'est-à-dire que pour cette année, le nouveau règlement là, qui est passé, l'entraîneur n'a le droit de faire que 2 clubs par an, Alors mais que les clubs peuvent mettre ouais. 10 entraîneurs par an si ça leur chante. Sous forme de boutade, les techniciens Donc, disent, ouais. les techniciens disent, sous forme de boutade, après cette décision, ils disent c'est pour renouveler le parc des entraîneurs. Certainement. Non, mais il faut qu'il y ait une place de libre pour qu'un autre puisse s'installer. Mais Est-ce qu'il y en aura globalement, assez quand même, c'est un peu les mêmes qui tournent. Oui. Il faut faire que l'on soit étranger d'ailleurs ou local, c'est oui. un peu les mêmes noms qui reviennent en général à droite ou à gauche. Ce qui veut dire que l'on respecte quand même un petit peu l'expérience que les uns et les autres ont pu avoir. Il n'y a pas une grande différence entre un entraîneur local et un entraîneur étranger par rapport à ça. Donc la rotation des entraîneurs, elle est simple, elle est réglementaire. C'est-à-dire que si vous dites, vous signez 2 ans de contrat, on vous vire au bout de 6 mois, on vous paye 1 an et demi à rien faire. Ça, c'est la règle européenne. Vous êtes payé 1 an et demi, votre contrat à durée déterminée, on est obligé de tenir les engagements. Donc déjà là, les gens vont se dire, celui qu'on va mettre, donc ça fait déjà 1 an et demi à payer, puis je suis obligé de le payer tout de suite. Hein. Il n'y a pas de moyens, les prud'hommes ont toujours donné raison aux salariés. Donc c'est quand même une responsabilité lourde. Changer ce règlement-là, et ça change. À ça, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on fait des contrats qui sont des contrats, on dure le temps que l'on est payé, le temps que l'on travaille et que l'on est efficace, et puis après, on passe à autre chose, on se quitte bons amis, et puis on a une autre aventure. Mais si on veut vraiment stabiliser l'entraîneur, ça passe par la donnée contractuelle réglementaire. Non, parce que c'est comme, par exemple, un travailleur. S'il est licencié 2 fois de suite, après, il ne peut plus travailler. On va lui dire, tu ne peux pas être recruté dans une autre entreprise parce que tu as été licencié 2 fois. Ce règlement-là, c'est une entrave au droit du travail. Hein. Tout à fait. Je ne connais pas le droit du travail algérien. C'est ce que disait également. Je ne me suis pas branché là-dessus, mais bon, Oui. c'est très vite. On n'a pas le droit de mettre des entraves comme ça. C'est les lois. C'est comme la loi sur les étrangers. Quelqu'un va à la FIFA, dit vous n'avez plus droit aux étrangers. Le règlement international dit 3 étrangers par club dans tous les pays du monde. Oui. Si d'un seul coup on dit on n'est pas la Corée du Nord, quoi. Donc si un jour quelqu'un remettait en cause ce statut-là, je sais très bien que c'est pas de la xénophobie, que c'est uniquement un problème financier et qu'on veut protéger financièrement, on revient toujours à l'argent, à reprotéger financièrement les clubs, de découvrir d'un seul coup qu'ils ont d'indemnités de formation 6 mois pour avoir recruté un joueur. Déjà ils ont du mal à payer l'indemnité de transfert et après ils reçoivent un papier, bah oui vous avez une indemnité de formation à donner à tel ou tel club. La fédération s'est retrouvée à payer. Voilà, la fédération était obligée de le faire. Mais on sort du cadre professionnel. Donc, il faut une information. Si on veut retrouver des joueurs étrangers, ce qui est dans la nature des choses, il faut faire une information au club et dire vous avez 150 000 euros d'indemnité de formation à payer dans 6 mois. Vous voulez le prendre ou vous ne voulez pas le prendre? Il faut vraiment que vous soyez sûr du coup, que ce soit un joueur intéressant et un bonus pour votre club. Mais il faut connaître la règle avant. Et après, on s'engage en connaissance de cause. Pour vous, l'absence de joueurs étrangers dans les 2 ans à venir, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Ça peut freiner? À terme africain, oui. Mais comme malheureusement beaucoup de pays d'Afrique ont baissé leur niveau, ce qui nous permet d'exister quand même très facilement dans les compétitions africaines. Les clubs algériens ont bien réussi, avec assez peu de joueurs étrangers dans leur effectif. Ça peut quand même être un bonus. Bon, Mazembe, ils ont quand même leurs 2 Tanzaniens là, qui leur font du bien en zone d'attaque. Ça peut vous aider dans les grandes compétitions africaines. Bon, je me souviens qu'avec le Boulian, on jouait des compétitions africaines. On avait joué certains clubs tunisiens qui avaient des joueurs étrangers de qualité, qui revendaient 1 million d'euros en Europe, qui faisaient le passage. L'idée c'est, si on se resitue dans le business, c'est une Afrique noire qui s'intéresse vers le Maghreb, les joueurs qui montent vers les pays d'Afrique du Nord, soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, avec des structures, ou l'Égypte, avec des structures plus organisées, avec des moyens, et ensuite aller vers l'Europe. Ça pourrait être un cheminement. Souvent, l'Europe a zappé le Maghreb, mais ça pourrait être une richesse pour les clubs du Maghreb que de prendre les meilleurs Africains, de les préparer totalement bien, et ensuite qu'ils aillent vers l'Europe. Le meilleur exemple, Mohamed Jebou, c'est qu'aujourd'hui, dans notre championnat, on a 4 Si on prend un joueur étranger, c'est pour qu'il ait à vivre
toujours avec les joueurs locaux. C'est une habitude, c'est une ouverture. Alors justement, une ouverture cette d'esprit. absence d'ouverture vers les étrangers, aujourd'hui, la Fédération a pris sa décision pour des raisons financières. Vous l'avez dit, est-ce que sur ce mercato, ça réduit le choix également, ou les choix des techniciens? Ils sont obligés de regarder vers le marché local. Évidemment, parce que les joueurs les plus facilement libres sont des étrangers, et vous ouvrez le monde, vous ouvrez l'Afrique, vous ouvrez les choses. Alors que là, les joueurs libres, il n'y en a pas, ils sont tous sous contrat. Tous ceux dont on parle, là, on fait chaque jour, machin veut machin, tel coach veut tel joueur, c'est l'agent qui appelle et dit allez, ça serait bien, fais monter la sauce. Mais c'est une tempête dans un verre d'eau. On est toujours avec les mêmes éléments qui sont concernés. Parfois, vous dites tiens, c'est bizarre quand même, on va changer ces deux-là. La surface se réduit, en d'autres termes. Ah bah oui. Et donc, comme la surface est réduite, il y aura très peu de mouvements. Très bien. Merci Alain Michel d'avoir été avec nous. Merci Redouane Ben Dali. On est sur cette fin d'année. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Merci d'avoir été